Coucou, c'est Irène, bienvenue sur ma chaîne Bidib NPM qui signifie tout simplement Bidib de ma petite médiathèque. C'est mon blog et je vous souhaite la bienvenue ici sur YouTube. Ça fait un moment que je ne suis pas venue, donc je vais avoir plein de choses à présenter et je vais faire une sélection et je vous ferai 2 vidéos parce que je pensais revenir beaucoup plus tôt et finalement je n'ai pas trouvé le temps. Au mois d'août, j'ai eu de la famille tout le temps, donc voilà. Nous sommes le 4 septembre au moment où je vous parle. Et donc je vais vous faire aujourd'hui, donc pour ceux qui découvrent la chaîne, ici sur YouTube, je parle de mes loisirs, donc que ce soit les loisirs créatifs avec principalement l'art du fil, le tricot, le crochet et parfois d'autres petites choses. Et aussi mes lectures. Donc je vais faire la vidéo en 2 temps. D'abord nous parlerons de loisirs créatifs et à la fin nous parlerons de lecture. Et je vous mets aussi quelques petites balades, des petites images au fil des envies et de ce qui se passe. Donc je n'ai pas fait de vidéo au mois d'août. Donc ma dernière vidéo date du mois de juillet, donc entre temps j'ai quand même réalisé pas mal de choses. Du coup j'ai décidé cette semaine de vous présenter uniquement les ouvrages que j'ai terminés depuis la dernière vidéo et je viens de me souvenir que j'en ai oublié un, donc j'allais le chercher. Et ensuite je vous parlerai des ouvrages également que j'ai terminés depuis la dernière vidéo et ensuite je ferai une autre vidéo la semaine prochaine où je vous montrerai, je ferai un petit point sur tous mes encours. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai toujours 50 000 projets en même temps et là c'est vrai que c'est un petit peu la folie. Donc la semaine prochaine, ça sera l'occasion de faire un petit point et peut-être de me fixer des priorités pour terminer certains projets et réduire le nombre d'encours. Mais ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. Je vous mets sur pause pour aller chercher ce que j'ai oublié. Donc sans plus tarder, nous passons dans le vif du sujet. Donc je vous présente en tout premier un projet au tricot et ça sera le seul de cette sélection puisque j'ai cet été surtout crocheté. Je trouve que le crochet, en tout cas ma façon de crocheter, je crochète beaucoup de coton, etc. Donc ça s'adapte plus au loisir de l'été alors que je tricote des gros pulls en laine et que du coup c'est pas forcément ce que j'ai envie de tricoter en été. Cette fois, petit clin d'œil à Eddie Makes, pour qui j'ai fait beaucoup de tests et donc je vous les montre après. J'ai pensé à prendre un petit cintre pour vous montrer. Parce que la dernière fois j'ai trop galéré, je ne savais pas comment montrer, alors que j'avais des cintres à 1 mètre de moi. Alors, je vous montre ce pull que vous avez vu et revu dans mes derniers podcasts parce que j'ai vraiment pris mon temps pour le faire. Mais j'en suis vraiment très contente. Ah, j'ai fait... Là, j'ai pas fait comme... Ça fait un gros trou. Souvent, quand je fais le raccord entre les manches, ça me fait un trou. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça le fasse pas. Bon, après, je le mène derrière. Ouais, de tout, partout. Je sais pas, dites-moi si vous avez des conseils pour éviter que ça fasse ça. Dans le raccord des manches, je suis preneuse. Alors, il est un petit peu froissé parce qu'il était en boule dans le sac. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué. Donc, c'est le pull intemporel design de Cordelia Vore que vous trouvez sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. Je l'ai, donc la dernière fois je vous l'avais montré, j'avais fini du coup le corps et la première manche et j'en étais ici. J'ai mon petit Progress Keeper Panda et donc voilà, il m'a resté juste la manche à finir. C'était rapide, c'est juste que comme il faisait très chaud au mois d'août, que c'est de l'alpaga, je l'ai pas trop pris. En tout cas ça y est, il est fini, il sera prêt pour cet hiver. J'ai donc tricoter ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes affaires? Oula, j'ai perdu l'habitude. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue. Donc j'ai fait ça avec la Lima de Drops. C'est la couleur numéro 0701. Et donc c'est le bleu pétrole. J'adore cette couleur. Je l'avais acheté en 2 qualités. J'avais acheté en Lima et en Népal. C'est exactement la même couleur. C'est juste l'épaisseur du fil qui change. La Népal, je l'avais utilisé fin de l'année dernière, début en janvier. J'ai fini le projet en janvier. J'avais fait une grande écharpe pour mon frère.
Je voulais sans doute montrer, vous avez une fiche sur Ravelry, sauf qu'il était censé me faire une photo, qu'il ne m'a jamais donnée, donc il n'y a pas de photo. Et avec la Lima, du coup, je me suis fait un pull, on est sur une épaisseur, c'est 50 grammes pour 100 mètres, donc c'est de la DK je pense. Je suis pas très forte avec les épaisseurs de laine, voilà, en tout cas je vous montre l'épaisseur du fil, je crois que c'est de la DK. Et la composition, c'est 65% de laine, 35% d'alpaca. Je n'ai pas encore porté ce pull, je viens de le terminer et puis c'est pas la saison. En tout cas, je peux vous dire qu'à tricoter, j'ai trouvé ce fil hyper agréable. Il se réchauffe, il ne me piquait pas pendant que je le travaillais. À voir maintenant ce que ça donne porter et surtout à voir comment ça va durer dans le temps. Va-t-il faire des bouloches ou pas? Va-t-il bien tenir le lavage ou pas? Qu'est-ce qu'ils indiquent ici sur la pelote? Non, ils indiquent rien, donc je sais pas, j'irai voir. Je crois qu'on peut le laver. C'est à laver... bon, c'est un pull en laine, hein, donc je les laverai à la main. Alors, en parlant de lavage des pulls en laine, j'avais vu sur, il me semble que c'est les podcasts de Tricolibri où elle expliquait comment elle entretenait ses pulls et elle disait qu'elle les lavait à la main mais qu'elle faisait un essorage à la machine parce que c'était pas l'essorage qui abîmait les pulls mais le frottement pendant le lavage. Du coup, moi, j'ai pas cherché trop à aller plus loin que ça. J'ai pris mon pull que j'avais terminé qui était en laine et mohair, deux fils ensemble, et je l'ai balancé dans le sèche-linge. Bon, peut-être que j'ai mis le sèche-linge trop fort, peut-être que avec le mohair ça ne marche pas, ou peut-être que c'était la qualité du fil, c'était un pull, c'était mon pull Molly, vous trouverez l'affiche dans mon Ravelry. Le lien vers mon Ravelry, vous l'avez en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc en tout cas ce pull là quand il est ressorti de l'essorage, ben, il avait pas très bonne allure. Donc l'essorage en machine pourquoi pas. Peut-être qu'avant de remettre un pull dans l'essoreuse, je vais quand même vérifier quelle fibre on peut balancer dans la machine. Parce que mon pull, alors ça va, il est encore portable, mais on voit quand même qu'il a un petit peu flétri. Donc avec celui-ci, j'hésite à le mettre dans l'essoreuse. Je pense que je vais me contenter d'un séchage serviette et comme c'est de la laine, ben, je ne le laverai pas à chaque fois, voilà, je le aérerai. Et puis j'avais vu aussi une vidéo, c'était un reportage, donc rien à voir avec les podcasts tricot, mais c'était un reportage sur les costumes du ballet de l'opéra de Moscou je crois, enfin du coup on est quand même sur de high level, et c'était la costumière qui était interviewée et qu'elle disait que les costumes sont tellement délicats qu'on ne peut pas les laver, et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle pulvérisait les costumes avec de la vodka. Alors moi j'ai pas de vodka chez moi, mais du coup j'ai rempli un petit flacon avec de l'alcool ménager. Et du coup, je pulvérise un petit peu les parties, par exemple sous les aisselles où ça peut un peu parfois sentir. Et je laisse mes pulls aérer comme ça et ça marche très bien. Voilà donc pour le premier projet dont je vous ai dit, j'ai utilisé de la Lima. Il m'en reste, je ne saurais pas vous dire, ah si, regardez les étiquettes. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai utilisé 8 pelotes, il est à ma taille, c'est du coup un taille L, je sais plus. Ah, ça y est. Donc il me reste 2 pelotes. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec ce reste. Évidemment 2 pelotes ça va pas me faire un pull, mais je me dis qu'en le mélangeant avec d'autres fils DK, je pourrais me faire un pull à rayures puisque j'adore les pulls à rayures. Donc pour l'instant je me la mets de côté. Et si je ne trouve pas d'autres couleurs à associer, ben ça finira dans les restes pour les couvertures. Voici donc ce premier projet que je mets de côté. Le deuxième projet dont j'avais envie de vous parler, que je vous ai également montré. Alors attendez, parce que j'en ai 2. Est-ce le bon? Oui, c'est le bon, mais il est à l'envers. Hop! Je voulais montrer, est-ce que je voulais montrer terminé? Oui, je voulais montrer terminé, mais je vous le remontre, vous allez comprendre pourquoi. C'est du coup un top, comment s'appelle-t-il déjà? Sweet Me... Non.
Oui, c'est ça. Suits Me Just Fine de Eddie Makes. Donc c'est un test que j'ai fait pour elle. Le modèle, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Je voudrais pas dire des bêtises. En tout cas, c'est un modèle de Eddie Makes. Je vous mets en barre d'infos le lien vers son compte Instagram. Et vous retrouvez aussi ses patrons sur Etsy et sur Ravelry, si je ne me trompe pas. Donc celui-ci, c'est le top Suits Me Just Fine, qui se construit d'une façon assez particulière parce qu'on part du tour du cou, on calcule un certain nombre de mailles, on construit 4 panneaux, donc il y a 2 panneaux devant, on fait une chaînette, enfin on fait un premier montage et sur ce montage on va faire 4 panneaux, les 2 panneaux de devant et 2 panneaux derrière, puis on vient rejoindre tout en rond ici. On construit la longueur du corps, là chacun aussi fait un peu la longueur selon ses souhaits. Et on vient ensuite refermer un petit peu les ouvertures pour donner du corps au top. Celui-ci, je vous l'avais montré, c'était ma première version. Alors j'ai fait une petite modification, c'est au niveau de ce point. Elle explique très bien dans son patron vraiment ligne à ligne comment faire. Moi je crois qu'au bout d'un moment j'ai simplifié un peu le truc parce que c'était plus logique pour moi, mais en tout cas on reste voilà, sur le même point. On voit peut-être une toute petite différence entre le début et la fin, mais voilà, j'ai fait les derniers rangs, j'avais plus le patron sous les yeux donc je l'ai fait à ma sauce. Et dans le modèle aussi elle propose le dernier rang de faire des petits picots que je n'ai pas fait ici parce qu'il me plaisait comme ça. Quand j'ai terminé ce top, je lui montre et je lui dis « Ah là là, je le verrais bien en robe » et du coup, elle était très partante pour le projet, pour transformer ce petit top en robe. Je montre à ma famille et ils ont été unanimes à me dire « Ah non, non, garde-le en top, il te va trop bien. Vous aurez une photo de ce top porté sur mon Ravelry. » Alors oui, c'est vrai qu'il me va bien, je suis pas sûre que j'assumerai de me balader comme ça. Après c'est une question de pudeur personnelle, c'est pas que je j'aime pas, c'est juste que je sais pas si je vais assumer. Mais en tout cas comme tout le monde m'a dit non non garde-le comme ça, j'ai décidé de ne pas le transformer en robe en me disant que j'avais d'autres fils pour me refaire une version robe plus tard. Sauf qu'il me restait du rose. Et du coup je me suis dit, comme ma fille aînée avait flashé sur ce top, quand j'ai mis la photo de moi, je me suis dit il me reste du fil, j'en fais un deuxième. Et du coup, j'en ai fait un deuxième pour ma fille et je vous le montre de ce pas. Alors, il est un petit peu froissé parce que je l'ai plié. Alors, vous allez vous comprendre déjà la différence. Tout de suite, sur la forme, vous voyez la différence. Et du coup, ça, c'est dû au fait qu'on commence par la ligne du cou. Donc, évidemment, moi et ma fille, on n'a pas la même mesure. Et ce qui fait que sur mon top à moi, en fait, puisque dans cette première partie, en fait, on fait vraiment en fonction de sa mesure. Puis ici, pour faire le point, on a besoin d'un certain multiple. Et du coup, quand on a construit ici, quand on rejoint le tout en rond, il faut s'arranger pour avoir le bon multiple. Il se trouve que moi, par le plus grand des hasards, quand je l'ai fait, j'avais le bon multiple. Donc, c'est tout droit, il n'y a aucune augmentation entre la partie haute et la partie basse. Enfin, une fois rejoint en rond, je m'entends, hein, bien sûr, parce que là, ça augmente évidemment. Mais arrivé ici, je n'ai pas eu besoin d'ajouter 0 maille, parce que le hasard a fait que j'avais exactement le nombre de mailles nécessaires pour avoir un bon multiple. Sur la version de ma fille, qui du coup n'a pas exactement la même morphologie que moi, je suis partie de son tour du cou, j'ai fait les augmentations nécessaires pour la poitrine. Arrivé ici, au moment de commencer le bas du corps, je n'avais pas le multiple. Et du coup, quand on n'a pas le multiple, dans le patron, il nous explique les mailles qu'il faut ajouter et où les ajouter. Mais du coup, ce qu'il fait, c'est que dans ce modèle-là, par rapport à l'autre, j'ai dû ajouter 4 mailles, je crois, peut-être même 6, je sais plus, mais en tout cas, non, pas 6. J'ai dû en ajouter 4. Mais simplement ces 4 mailles, déjà, ça donne ce côté un petit peu évasé par rapport à l'autre. Donc voilà la petite différence entre les deux. Autre différence, c'est que ici, j'ai fait, comme indiqué dans le patron, les petits picots. Et par contre j'ai fait une toute petite modification. Ici vous voyez j'ai mis un lacet que pour l'instant n'est pas bien placé parce que je l'ai mis à l'envers.
mais c'est pas grave, je vais hop le ressortir de l'autre côté. Voilà, j'ai mis un petit ruban parce que comme justement ça s'évase un petit peu, que ma fille voulait vraiment s'assurer que ça tienne la poitrine, et là comme il s'évase, ben, ça va pas forcément très bien tenir, donc je lui ai rajouté un tout petit cordon de façon à qu'elle puisse serrer si nécessaire pour que ça maintienne bien la poitrine en place et que ça soit confortable tout simplement. Donc voilà, la petite modification que j'ai faite par rapport au patron, c'est juste la petite cordelette. Après, j'ai suivi les instructions, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer les deux, puisque c'est du sur-mesure qu'on fait à partir de... Voilà, c'est pas, on n'a pas la taille S, la taille M, etc. On prend nos propres mesures, on fait des calculs, elle nous explique tout dans le patron, et ensuite on fait le top. Donc chacun aura un top un petit peu différent, puisque nous avons tous des morphologies différentes. Voilà pour ce top, donc Just Suits Me Just Fine de Eddie Mix. J'en ai fait deux versions dans la même couleur. Et puis, il me restait encore un tout petit peu de rose. C'est du coup, je vous ai pas dit quel coton, c'est donc du fil coton. C'est le Novita. Alors Novita c'est la marque, et la qualité du fil c'était le Cotton Soft. Vous avez les détails dans ma fiche Ravelry, j'ai mis la qualité du fil, le numéro de la couleur il me semble, et aussi la quantité que j'ai utilisée à chaque fois. Je n'ai pas pris mes notes, donc je ne saurais plus vous le dire de tête, mais en tout cas vous allez sur Ravelry, vous aurez normalement les quantités que j'ai utilisées. Il me restait encore un petit peu de ce coton. C'était un coton que j'avais trouvé par hasard chez Nose. Et comme j'avais adoré la couleur, j'avais pris tout. Donc il m'en restait 2-3 pelotes. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que je vais faire avec... voilà, je n'ai pas une quantité suffisante pour repartir sur un grand projet. Et c'est là où je me suis dit, je vais faire un petit top résille à porter comme ça en été par-dessus un débardeur. Ça peut être sympa. Et je l'ai mis pour cette vidéo. Donc c'est un tout petit top vraiment trop à porter sur un débardeur ou même sur son maillot de bain pour l'été. Très très simple. Donc je suis partie du haut. Alors je l'ai fait très très large, peut-être un peu trop large. À refaire, je le ferai peut-être un petit peu moins large. Je l'ai fait sans patron, sans rien, je suis allée comme ça, hein, donc c'est pour ça que voilà, il est sans doute à améliorer. À refaire, je le referai avec un peu moins de mailles ici pour que ça tienne sur les épaules, parce que là du coup ça ne tient pas. Après pourquoi pas, ça peut être un style aussi. Donc j'ai reparti mes mailles en mettant beaucoup plus de mailles devant et derrière que sur les épaules, et puis j'ai fait un raglan tout simple avec une augmentation au niveau du raglan. Et du coup le point c'est double bride, maille en l'air, double bride, tout simplement. Et du coup, avec ce petit projet, je m'inscris dans ce qui avait été lancé par Adomicha au début de l'année, un cal qui était à l'origine tricoter ses restes, avec une catégorie dans laquelle on pouvait mettre du crochet. Moi je me suis approprié le challenge, et du coup pour moi c'était le challenge cette année. Je voulais du coup tricoter ou crocheter, peu importe la technique, mais utiliser un maximum de restes pour éviter d'avoir voilà, 2 pelotes de ci, 2 pelotes de ça, et voilà. Donc je n'ai plus du tout de Cotton Soft de Novita. J'ai tout fini avec ce petit top d'été à porter sur un débardeur, et voilà, ça apporte une petite touche de couleur. Alors là je les mets avec un débardeur gris, c'est pas forcément ce qui serait le plus heureux, hein. Avec un petit débardeur noir sera forcément beaucoup plus sympa pour le contraste, mais voilà, c'était pour porter un petit ouvrage sur la vidéo, et il était là. Voilà pour ce coton que j'ai complètement terminé. Mais je n'ai pas terminé avec les projets liés à Eddie Mix, puisque je me suis lancée dans un deuxième test cet été pour elle. Un autre top que j'adore, et c'est celui-ci. Je vous montre de plus près, si ça veut bien faire le point. Le point, est-ce que c'est à l'endroit ou c'est à l'envers? Je crois que je vous les montre. Non, je vous montre l'envers. Alors,
c'est ça. Je sais plus. Je sais plus s'il y a un endroit à l'envers. Si, c'est ça l'endroit. Je crois. Bon, de toute façon, dans les deux sens, c'est joli. Donc je vous montre le point. Donc ce top, c'est l'entrelac top, toujours donc par Eddie Makes. Le test est encore en cours, donc le modèle n'est pas encore sorti. Je vous informerai dès que j'aurai les infos exactes avec les dates de sortie. En tout cas, je vous mettrai un post sur Instagram quand ça sera sorti. Donc l'entrelac top se construit également sur mesure. Avec tous les patrons que j'ai testés pour l'instant pour Eddie Makes, c'est vraiment sur mesure. On se mesure nous-mêmes et après on construit en fonction. Donc là, on commence par le bas. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de moi de commencer par le haut, mais celui-ci se commence par le bas et finalement ça se passe très très bien. Donc on prend la mesure de sa poitrine et on va construire donc à partir d'ici. Voilà, ça vient après. On commence par là, on construit donc le panneau comme ça en montant vers l'encolure, j'ai trouvé mes mots. Et ici, après, on va faire je viens de le dire, l'encolure, les manches, etc. Donc la construction est assez simple, le point est aussi, ça donne un effet vraiment sympa, mais en fait c'est ça, c'est simple, c'est des mailles, c'est des brides enroulées devant derrière, et du coup voilà, c'est très accessible aux débutants, mais ça donne quand même tout de suite quelque chose d'assez classe. J'aime beaucoup aussi l'encolure, la forme que ça a prise. J'ai fait une petite modification par rapport au patron original. Le patron original va proposer des manches beaucoup plus droites et larges. Et moi, j'ai fait une petite diminution pour faire quelque chose de plus fin ici. Et je pense que j'ai bien fait parce que du coup, ce top, je l'ai donné à ma fille. Et par rapport à sa façon de s'habiller et tout, ça lui va très bien comme ça. Je pense que c'est plus son style avec des manches comme ça. Mais voilà, sachez que le modèle original vous propose des manches beaucoup plus large. Après, l'avantage des modèles sur mesure, c'est que voilà, chacun arrange aussi un petit peu, une fois qu'on a compris le mécanisme du top, après chacun y apporte sa petite touche personnelle. Donc une fois qu'on a tout construit, on vient faire, je vais enlever le centre, c'est lourd en fait. Et on vient faire la petite frise, vous voyez rien, voilà. Donc sur cette petite frise là, c'est pareil, chacun adapte. On peut faire le crop le top plus ou moins crop, la frise plus ou moins longue. Parmi les testeuses, on a vraiment chacune fait à notre sauce. Il y en a qui ont fait une très très grande bande le corps plus court avec une grande bande de frise. Moi j'ai fait un grand corps avec une petite frise. Voilà, c'est chacun après à adapter. Il y en a qui l'ont fait en 2 couleurs, c'est très très joli aussi. Moi j'ai fait ce top avec le fil viscose de chez Hobby. C'était un lot que j'avais acheté, donc il s'appelle Black Friday Viscose. Je ne sais plus exactement les quantités que j'ai utilisées, mais je l'ai mis normalement sur la fiche Ravelry si elle est à jour. Et je suis allée au bout, voilà. De toute façon, j'aurais pas pu faire plus de frise parce que je suis vraiment allée au bout de mon fil. Et donc, ce fil était également un reste. J'avais acheté ce fil viscose et c'était un lot. J'avais acheté donc un pack de blanc, un pack de noir avec lesquels j'avais fait un top. Je ne sais pas si je retrouverai une photo, je suis pas sûre de l'avoir mis sur Ravelry. En fait, j'avais fait un top inspiré de Mercredi, la série avec Mercredi Adams, et pour ma fille, et du coup il me restait, j'avais utilisé que la moitié des fils, donc il me restait la moitié des blancs et la moitié des noirs, et j'ai fait le petit top en blanc. Et il me reste du noir, mais pas assez pour en faire un deuxième, donc il faudra que je trouve un autre projet pour le noir. En tout cas, je suis très ravie de ce petit top, il va super bien à ma fille. Alors pour la petite anecdote, je vous raconte quand même, au départ, je voulais le faire pour moi. Je prends donc mes mesures à moi, je construis pour moi, etc. Puis je fais une première partie, j'essaye, c'est la bonne, c'est un peu serré, mais ça va. Parce que ce point, il se resserre assez, donc voilà, mais c'était la bonne taille.
puis je le pose, j'avais d'autres choses à faire, et quand je l'ai repris, je fais. Quand je l'ai fini, j'essaye de le porter. J'étais là, genre, ah non, mais là, je peux pas respirer, c'est bizarre. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai des filles qui sont plus minces que moi, je leur fais essayer. Et en fait, quand j'ai voulu ranger mon matériel, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 crochets à l'intérieur du sac. Et qu'au début, j'avais construit la bande avec un crochet pour que ce soit plus large, et du coup, c'était à ma taille. Sauf que quand j'ai repris l'ouvrage, je me suis trompée de crochet, j'ai pris celui qui était un point plus petit. Du coup, ben, ça donne un point beaucoup plus serré, d'où le changement de taille en cours de route. Mais je trouve que ça va, ça se remarque pas. Enfin, moi je le sais, mais sinon, voilà, faut vraiment avoir le nez dessus pour voir qu'ici c'est un petit peu plus slash que là. Et quand elle le porte, c'est nickel. Du coup, je me suis dit c'est une erreur heureuse, puisque ça lui va super bien, et que comme ça, je lui fais un joli cadeau. Comme quoi, des fois, hein, de se tromper, ça peut être utile. J'ai encore 2 projets terminés à vous montrer, mais on passe dans les accessoires. Et ce sont 2 accessoires un petit peu particuliers, puisque en suivant Eddie Makes, j'ai vu qu'elle s'était inscrite à la Crochet Academy organisée par Tony L, dont je vous mets également le lien vers sa chaîne YouTube et sa page Instagram. Et donc, je connaissais pas, je me suis dit, allez, go, je m'inscris aussi. Alors, la Crochet Academy s'adresse avant tout à des personnes qui ne savent pas encore crocheter et qui ont envie d'apprendre. Donc, elle a proposé plein d'articles sur les bases du crochet. En parallèle, il y a également des vidéos pour apprendre de nouvelles techniques et aussi un cal avec différents projets qu'on peut réaliser pendant tout le mois de septembre. Donc, ça a commencé au mois d'août. Au mois d'août, on a eu tous les cours. Et maintenant, en septembre, il y a le cal. Ça se termine, je crois, le 29 septembre. Alors, dans les articles, j'ai pas tout lu, par exemple, comment choisir, enfin, faire la différence entre des cals, de la worsted, les différents types de crochets. Bon, j'ai regardé les vidéos parce que c'est toujours intéressant de découvrir des marques de crochets, de savoir quel crochet préfèrent les crocheteurs, mais disons que toute cette partie vraiment débutant, je l'ai survolée puisque je sais crocheter. Mais par contre, même quand on sait crocheter, il y a toujours des techniques qu'on n'a pas encore utilisées, qu'on n'a jamais testées, des points qu'on n'avait pas fait, etc. Donc c'était quand même intéressant. Et parmi les techniques que je ne connaissais que de nom, il y avait le crochet tunisien. J'ai découvert le crochet tunisien grâce à Thibaut de la chaîne Tricostérone qui avait fait un pull en crochet tunisien et j'avais trouvé ça très sympa. Je me suis dit tiens, un jour il faudrait que j'essaye. Et là, Tony L proposait dans le cadre de la Crochet Academy un tutoriel pour apprendre à faire du crochet tunisien. Et donc je me suis dit, allez, je me lance, c'est l'occasion. Le projet qu'elle proposait de faire pour justement apprendre, c'était une sorte de petit manique pour la cuisine et puis un torchon. Moi je n'ai pas de crochet tunisien, donc j'ai fait ça avec les crochets que j'avais à ma disposition. J'ai trouvé, normalement mes crochets, j'en ai pas sur... Non, j'en ai pas autour de moi, mais ce sont des crochets avec une poignée pour avoir moins mal aux mains. Mais j'avais encore mes anciens crochets en métal tout droit, donc j'ai utilisé ça. Puisque quand on fait du crochet tunisien, pour ceux qui ne connaissent pas, le crochet normalement, voilà, on a toujours une seule maille sur notre crochet. Le crochet tunisien, on travaille toutes les mailles et elles restent sur le crochet et puis on vient les retravailler dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il en reste une. Du coup, il faut avoir un crochet relativement long, surtout si on veut faire un torchon, il faut un grand crochet. Du coup, il existe des crochets droits qui font la taille comme des aiguilles à tricoter droites. Et il existe aussi, comme les aiguilles circulaires, des crochets qu'on attache à un câble. N'ayant rien de tout cela, j'ai pris mon crochet droit qui n'était pas très grand et au lieu de faire un manique, je me suis dit je vais faire version coton à démaquiller. Et donc voici mon tout premier projet au crochet tunisien. J'ai adoré le processus, c'est vraiment sympa à faire je trouve, et du coup je crois que pour Noël je vais me demander un petit kit de crochet tunisien. Ça donnera des idées. J'en ai trouvé pas très cher parce que je vais peut-être pas investir tout de suite dans des kits
onéreux, alors que ça va être sans doute anecdotique parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec le crochet traditionnel et le tricot, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa à faire. Et du coup voilà, ici le petit point brique et en format petit coton à démaquillant. J'en avais déjà fait quelques-uns en crochet normal, enfin un crochet normal, ça veut rien dire ça, enfin le crochet ordinaire on va dire, et du coup la version crochet tunisien me plaît bien aussi. Je pense que je vais m'en faire d'autres et je vais faire toute une petite collection de lingettes pour la salle de bain, voilà, en coton. Bon, celle-ci je l'ai pas, vous voyez il rebique un peu, je l'ai pas bloqué. Ah si, par contre par rapport à ce qu'elle expliquait donc dans son cours, vous trouverez le tuto en vidéo sur sa chaîne. Je vous mets juste le lien vers sa chaîne et puis vous irez fouiller, vous trouverez le tuto. Dans son tuto, elle fait la bordure. Donc la bordure se fait avec un crochet normal. Et elle fait des mailles coulées, il me semble. Elle fait toute une bordure en mailles coulées. Moi je voyais pas trop la valeur ajoutée de cette bordure, ça me plaisait pas trop, donc j'ai décidé de changer et j'ai fait une bordure en mailles serrées que je trouvais donner un peu plus de structure à l'ensemble, ça l'évite de trop rébiquer. Après il faudrait que je le lave et que je le repasse, ou que je le bloque un petit peu avec un fer à repasser peut-être, mais je trouve que tout de suite de faire les mailles serrées donnait un petit peu plus de structure, alors qu'avec la maille coulée bah, ça change pas grand chose finalement. Voilà, petite modification que j'ai faite par rapport aux explications qu'elle donne. On arrive bientôt à la fin et ça fait déjà une demi-heure que je parle des ouvrages terminés. Donc toujours un ouvrage qui vient du coup de la Crochet Academy de Tony L. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est le premier objet du CAL, c'est un sac qu'elle proposait donc. Alors, dans le cadre de son CAL, elle a un partenariat avec Lion Brand Yarn, qui est une marque de laine américaine. Et donc, vous pouvez acheter des kits pour faire tous les projets avec le bon nombre de pelotes et tout ça. C'est une marque américaine. Donc, j'ai quand même regardé par curiosité, mais il y avait du coup, pour venir jusqu'en France, des frais de port importants. Et les laines, voilà, ce sont des laines industrielles, donc je me suis dit c'est pas forcément hyper intéressant de faire venir ces laines-là des États-Unis, alors que j'ai des mâles et des mâles de laine. Du coup, je me suis dit je vais partir toujours dans mon idée d'utiliser mes restes pour voilà, me débarrasser, couler mon stock et voilà, faire de la place pour de prochains achats à venir. J'ai donc pris 2 restes. Ce fil Bordeaux, c'est un reste, donc on est sur du Aran. C'est le Alba de Lydia Crochet Tricot. Je ne sais pas si elle a encore cette qualité de fil, parce que moi c'est vraiment un reste, mais qui date de il y a hyper longtemps. C'était un fil que j'avais acheté il y a plusieurs années, que j'avais utilisé dans divers projets, pas celui pour lequel je l'avais acheté parce que c'était, je voulais faire au départ une veste et ça n'a rien donné, c'était une catastrophe. Donc j'avais tout défait et j'avais des boules, voilà, j'avais tout remis en boules et j'avais des boules et des boules, des boules. J'avais essayé de faire une robe, alors la robe elle était très rigolote, mais moi j'avais l'air de d'un bonbon dedans. Du coup j'ai défait toute ma robe et j'avais fait un pull pour ma petite sœur. Sauf que bah, le pull m'avait pris la moitié de ma laine. Donc j'ai refait plein de... J'en ai utilisé, je sais plus dans combien de projets, mais en tout cas j'ai utilisé... J'avais fait le pull pour... oui, avec le bordeaux, j'avais fait le pull pour ma soeur. J'avais aussi du gris que j'ai fait une pull pour ma fille. Et il me restait encore du bordeaux. Et du coup je me suis dit, ben voilà, pour faire le sac, ça va avancer vite. C'est de l'acrylique, voilà. Ça ira très bien pour un sac. Et du coup, comme couleur contrastante, j'ai regardé un petit peu dans mon stock ce que j'avais comme autre fil Aran. Et il y avait ce violet qui est également un reste. C'est du coup lui, I Love Yarn, je crois, que j'ai acheté sur Hobby. Et je crois que j'ai fait une fiche Ravelry où vous trouverez les quantités et tout. Donc ce fil là c'était un fil que j'avais acheté pour faire
donc c'était pas le Noël de l'année dernière, mais le Noël d'avant, où j'avais fait un poncho pour mon frère. Et je lui avais fait du coup tout un poncho couleur violette à porter chez lui. Et du coup il me restait 2 pelotes et j'ai utilisé donc pour faire le contrastant ici et la lanière. Comment on construit ce sac? C'est très facile, on fait des carrés granit, des grands carrés. Alors hop, voilà, grand carré granit, je vais y arriver. Il en faut 3. On vient ensuite les assembler en triangle, donc un ici, un là et un là. Puis ce forme de sac, j'en ai vu beaucoup, mais la particularité de celui de Toddy Elle, c'est qu'elle vient nous faire rajouter un petit triangle là, et ça je trouve ça pas mal, parce que sinon ça nous laisserait que ça comme profondeur pour le sac, alors que là ça fait un sac qui peut quand même contenir plus de choses, et je trouve ça plus joli plutôt que d'avoir un grand V ici. Et enfin, on vient faire la lanière. La lanière est cousue, donc on la fait à part, on vient la coudre après. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est un point que je ne connaissais pas. Ah, j'ai un reflet du soleil. C'est un point que je ne connaissais pas et qui permet de faire des lanières, vous voyez, qui s'étirent moins que les points crochets habituels, qui sont quand même très extensibles. Et donc dans ce point-là, c'est au fait des mailles serrées. Mais quand on fait sa maille serrée, on ne pique, le premier rang, on ne pique que sur... bah non, c'est normal, le premier rang, on pique sur une... Alors, comment expliquer ça? Je recommence. Au lieu de piquer à travers... Normalement, on a les 2 petites... Voilà. Normalement, on voit rien, je vais m'approcher. Voilà, là vous voyez, vous avez les 2 petites boucles. Au lieu de piquer sous les 2 petites boucles, on va piquer que sur la boucle avant. Et ce qui va permettre d'avoir une petite boucle qui reste un petit peu toute seule. Et quand on tourne, au lieu de piquer seulement dans le rang suivant, on va piquer à travers la boucle avant du rang suivant et la boucle qu'on avait laissée toute seule, de façon à construire quelque chose de beaucoup plus rigide. Visuellement, ça ressemble du coup à l'envers d'une maille serrée. Des 2 côtés, ça donne quelque chose de épais et résistant, et du coup j'ai trouvé que pour faire des lanières de sacs au crochet, j'ai déjà fait plusieurs sacs au crochet et à chaque fois c'était la lanière qui me posait problème parce que je la fais à la bonne taille et dès qu'on a mis un téléphone dans le sac, whoop, on a le sac sous les fesses. Du coup après j'ai essayé de la faire plus petite, mais enfin c'était un peu galère, et en fait avec cette technique ça va être génial. Donc ici c'est quand même extensible parce que de toute façon je suis dans de l'acrylique, que j'avais en plus un gros crochet, je crois que je l'ai tout fait en 5,5. Mais avec des sacs en coton et un crochet un peu serré, à mon avis ça sera très résistant. Voilà pour mon petit tote bag fait dans le cadre de la Crochet Academy 2024. Et j'en arrive au bout des projets terminés que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ceux qui ne s'intéressent pas spécialement à mes lectures, vous pouvez me quitter ici et me mettre une petite pelote en commentaire. Et si vous avez envie de savoir ce que j'ai lu, restez encore un petit peu avec moi. Prenez-vous un thé, hein, parce que c'est pareil, il y en a un petit paquet. En plus, je me suis noté des livres dont j'avais oublié de vous parler la dernière fois. Et je ne vais pas tout vous montrer physiquement parce que je ne les ai pas tous retrouvés. Mais il va y avoir du livre. On commence peut-être avec les albums jeunesse. Voilà, on va commencer avec les albums jeunesse. Au courant août, j'ai fait du rangement, du tri, surtout dans mes albums justement. Donc je me sépare d'une grosse partie de ma collection albums jeunesse parce que je les adore, mais je n'ai plus d'enfants en âge de lire les albums à la maison et qu'il faut faire de la place. Donc j'en garde quand même beaucoup, mais dans ce mouvement de tri, on va dire, j'en ai profité pour en lire quelques-uns que j'avais mis dans ma palle. Et donc je commence avec ces 3 albums de la même collection, donc les oiseaux de l'eau, les oiseaux de proie et les oiseaux des jardins. Donc qui est une collection de Christine Flamand, publiée chez La Poule qui pond. Et je vous montre quelques pages à l'intérieur. J'aime beaucoup, franchement, ces 3 albums, je les ai aimés tous les 3. Alors voilà, je vous la première des oiseaux de jardin. Donc on a une image en noir et blanc avec un petit texte. Et en fait la page, voilà, hop,
ici, la page va hop, se tourner comme ça. Et en fait, les seules parties en couleur à chaque fois de l'image, ce sont les oiseaux. Et du coup, j'aime bien avec cette petite page voilà, où sont cachés. Donc, d'une part, les illustrations, je les trouve. Je vais vous montrer une autre. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Là, je les trouve vraiment très très jolies. J'aime beaucoup ce contraste de couleur et noir et blanc. Et quand on lit le petit texte, en fait, on se rend compte que dans le dessin, en noir et blanc, il y a quand même beaucoup de détails. Donc ça peut être amusant avec les enfants de aller chercher, par exemple, les petits bourdons, les petits, voilà, les choses qui sautent pas forcément tout de suite aux yeux. Quand, par exemple, voilà, je lis pas le texte, j'en sais rien, mais voilà, par exemple, ici, vous voyez, vous avez des petits gendarmes, il y a plein de petits détails dans les dessins, voilà, dans les fleurs de pissenlit, voilà, qui peuvent être sympas à faire, à chercher avec les enfants. Donc voici pour les oiseaux des jardins. Je vous montre quelques images des oiseaux de proie. Hop. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet album parce qu'elle est à la fois voilà, ludique avec les pages découpées, etc. pour lire avec les enfants, mais les dessins, eux, sont vraiment très réalistes. On pourrait être dans un livre illustré d'observation d'oiseaux et ça marche très bien. Donc voici pour celui-ci et je vous montre encore quelques images des oiseaux de l'eau. Hop, petite poule d'eau. Voilà. Donc 3 albums que je vous conseille si vous êtes amoureux de la nature, si vous avez des petits amoureux de la nature, ces 3 albums, je vous les conseille, sont vraiment très très chouettes. Toujours chez le même éditeur, La Poule qui pond, ils avaient fait un appel à l'aide à un moment donné, ça date quand même, hein, je crois que c'était l'année dernière. Ils avaient fait un appel, voilà, ils avaient besoin de trésorerie et du coup les vieux albums qui étaient destinés aux pilons, au lieu de les détruire, ils proposaient de faire des paquets à des prix intéressants et du coup pour soutenir la maison d'édition, combien même j'en avais déjà plus d'enfants en âge de lire des albums, moi j'adore les albums, du coup je me suis dit bon allez je participe et comme ça aide la maison d'édition et ça me fait découvrir des auteurs que je ne connais pas. Et donc j'avais choisi aussi celui-ci, Expression animale, les animaux de la langue française de Fanny Fage, donc toujours chez La Poule qui pond. Alors là, on a un reflet, ça va pas être facile de vous montrer. Voilà. Et en fait, on va avoir une illustration comme ça, pleine page. Et puis, la petite expression, ici on a chanter comme un rossignol. Se sentir comme un poisson dans l'eau. Les illustrations sont assez, comment dire, j'ai pas le mot... c'est pas absurde, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas on n'est pas du tout dans le réalisme, on est dans le surréalisme justement. Donc on a la petite phrase et puis un petit texte qui vient expliquer ce que signifie cette petite phrase. J'aime beaucoup celle-ci. Larmes de crocodile. Rire comme une baleine. Voilà, tout plein d'expressions comme ça. Donc je le trouve vraiment très sympa, c'est original. Quand les poules auront des dents. Celle-ci elle est un petit peu plus glauque. Donner sa langue au chat, donc c'est l'illustration de la couverture. Avoir une mémoire d'éléphant, elle est très jolie celle-là aussi. Voilà, donc je pense que vous pouvez toujours les avoir sur le site de la maison d'édition en vente directe. Mais voilà, si vous tombez sur cet album, je vous le conseille aussi. Il est vraiment chouette avec ses illustrations un peu surréalistes et les expressions de la langue française. C'est toujours sympa à voir avec les enfants. Coucou, c'est encore moi. Je fais un petit intermède, coupure. C'est au moment du montage, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un des albums que j'avais lu. Buffalo Kid, du coup, de Rascal et Louis Joss.
qui est lui publié dans la collection Pastel de l'école des loisirs. Donc nous allons suivre, nous sommes au 19e, nous allons suivre un homme qui travaille dans un musée naturaliste et qui est envoyé pour chasser un bison et ramener du coup la carcasse du bison au musée pour l'empailler avant que tous les bisons d'Amérique aient disparu. Et une fois qu'il se retrouve en contact des bisons, il comprend plus le sens de sa mission et décide de partir sur toute autre chose. Et ça va être un long voyage à travers les steppes des États-Unis. Je vous montre juste une illustration pour vous montrer un petit peu la beauté des illustrations de cet album. Donc très joli album à découvrir chez l'école des loisirs. Ensuite, j'enchaîne hein, parce qu'il y en a. J'enchaîne avec 2 bandes dessinées, je vous en montre qu'une parce que j'ai fouillé partout, je ne sais pas où est passé l'autre. Donc je commence avec celle-ci, Le Grand Migrateur, donc c'est de Lebon et de Dior, publié rue de Sèvres. Donc nous sommes sur une autre planète, et il existe donc sur cette planète, hop, je sais pas, hop, des espèces de géants énormes. Et évidemment, les êtres humains les ont combattus, parce que comme c'est des géants, ben, quand ils passent, ils détruisent des choses. Et du coup, les humains les ont considérés comme des ennemis. Voilà, vous voyez les géants. Hop. Ils ont considérés comme des ennemis et les ont détruits. Il se trouve que ces géants, ils se réveillent, en fait, ils sont enfuis, comme vous voyez dans la première image, sous terre, et ils se réveillent une fois tous les 100 ans, je crois, quelque chose de ce genre. Et donc nous allons suivre cette vieille dame qui a fait de l'étude de ces géants son sujet d'étude voilà, toute sa vie elle a étudié ça, et elle est persuadée que les problèmes que le pays connaît, des problèmes, en fait il y a une espèce de marée noire dans le nord qui est en train d'envahir toutes les terres, et donc il y a des problèmes de fertilité, etc. Et elle est persuadée que les géants avaient un rôle important à jouer dans la régulation de cette marée, et que c'est le fait de les avoir exterminés qui est en train de causer le déséquilibre actuel. Du coup, quand elle a vent du fait qu'il y a un des géants qui se soit réveillé, voilà, ici, hop, celui-ci, elle décide de partir à la recherche de ce géant et de le suivre dans sa migration pour essayer de comprendre voilà, l'utilité de cette migration et si ces théories concernant la marée noire, la marée de boue, est vraie ou pas. Et du coup, elle va rencontrer le géant et aidée de son apprenti, voilà, qui est le petit bonhomme albinos qui est là. Et ils vont suivre le géant, et donc il va y avoir toute une aventure. Évidemment, il y a des chasseurs de géants qui vont vouloir tuer le géant. Ensuite, il y a les relations avec le roi. Quelle décision va prendre le roi? Sera-t-il de l'avis des chasseurs? Va-t-il comprendre l'importance que les géants ont à jouer, etc. En fait, voilà, c'est un peu un conte, j'allais dire un conte mythologique, c'est tout, un conte écologique qui vient un peu raconter l'importance des différentes choses dans l'écosystème. Et enfin, ce n'est vraiment pas raconté comme ça, c'est vraiment raconté comme une histoire de géant, une histoire fantastique, mais voilà, sous cette histoire fantastique, ce que moi je comprends, c'est cette histoire vient nous raconter que avant de tout détruire parce qu'on pense que c'est nuisible pour l'homme, il faut s'interroger sur l'utilité que ces êtres qu'on pense pouvoir détruire parce qu'ils nous nuisent ont sur l'écosystème global, et que parfois cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Je dirais c'est un peu ça la morale de l'histoire, mais à hauteur d'enfant, avec toute une aventure, des personnages rigolos, des méchants, des gentils, des retournements de situation. Franchement, c'est un one-shot, je l'ai trouvé très agréable. Ça se lit vraiment tout seul, les dessins sont mignons. Donc voilà, si vous cherchez une bande dessinée en un seul tome, avec un petit peu une petite morale écologique sympa et en même temps un univers fantastique, je vous conseille Le Grand Migrateur. Ouais, c'est très sympathique. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, mais en tout cas j'ai trouvé ça très chouette. L'autre bande dessinée dont je voulais vous parler, je prends mes notes parce que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc c'est Le Château des Animaux, le tome 1,
Je vous mets la couverture que je trouverai quelque part sur internet ici. C'est une bande dessinée sur laquelle j'étais tombée il y a très très longtemps. Je crois que ça fait plusieurs années qu'elle est dans ma palle. J'avais beaucoup aimé la couverture. Je crois que j'avais lu des articles qui en parlaient en bien. Et du coup j'ai eu envie de la découvrir. Je l'ai achetée et comme d'habitude, posée dans un coin et oubliée. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Je crois que je vais faire comme avec la laine. Là, il faut que je me mette un objectif, c'est d'essayer de... Enfin, du coup, je me le suis déjà mis, en fait, cet objectif, cet été également. Du coup, j'ai un livre de tout l'été que je me suis procuré, un livre d'occasion, que j'ai commencé tout de suite en me disant, voilà, t'achètes un livre, tu le commences. Voilà, il faut que je lise les livres que je possède et que je range ma bibliothèque. J'ai commencé à si bien ranger ma bibliothèque que le livre que je viens de lire, impossible de le retrouver. Il est quelque part dans la maison, il n'est pas parti, mais je ne sais pas où. Donc, revenons à ce qui nous intéresse. Donc, le château des animaux, je n'ai pas du coup le titre des auteurs, enfin le nom des auteurs. Voilà, je vous mets la couverture, vous retrouverez si ça vous intéresse. Il y a une petite introduction qui nous parle de la ferme des animaux de Orwell. Du coup, je pense que c'est cet univers qui a inspiré. Je n'ai pas lu La ferme d'Orwell, donc au départ, moi je croyais que c'était une adaptation. Mais en lisant l'histoire, je me suis dit, finalement, je crois que c'est pas une adaptation, mais que quand même, La ferme des animaux de Orwell a inspiré les auteurs. Mais du coup, n'ayant pas lu La ferme des animaux, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça a un lien. Et donc, dans le château des animaux, c'est un château qui a été abandonné par les êtres humains. Et du coup, les animaux se sont organisés en ce qu'ils appellent la République des animaux, sauf que la République, elle n'a rien de démocratique, et en fait c'est gouverné par un dictateur, Silvio le Toro, qui maintient le pouvoir grâce aux chiens, qui sont du coup sa police, et du coup voilà, c'est vraiment la force du taureau et des chiens qui impose sa volonté à tous les autres animaux laborieux qui eux doivent bosser, et très durement bosser et qui sont très peu rémunérés, qui vivent dans des conditions assez difficiles et surtout qui subissent la violence. Dès que quelqu'un enfreint les règles, les conséquences sont drastiques et dramatiques. Et du coup, nous allons suivre toute la vie de ce château à travers le prisme d'une petite chatte qui se retrouve du coup veuve avec des chatons. Elle a 3 petits chatons à élever et qui travaille sur un chantier en fait du château. Et donc elle a une amie qui garde donc ses petits. Et à un moment donné, il y a une révolte parce qu'on les a privés de nourriture, etc. Et son amie... voilà, je vais pas tout vous raconter, mais en disant qu'il y a une répression violente. Et du coup, tout à son chagrin, la chatte au départ, elle s'oppose pas. Enfin, elle est évidemment pas d'accord, mais elle a peur pour elle, pour ses petits. Et du coup, tout le monde subit sans rien dire, sans rien faire, parce qu'ils savent pas quoi faire. Et là-dessus arrive un rat qui raconte des histoires. Les histoires qu'il raconte sont très clairement inspirées de Gandhi et de la résistance passive. Et du coup, ça fait venir des idées aux habitants du château qui vont entamer une espèce de révolte pacifique, on va dire... cachée bien sûr, hein, parce que sinon il pourrait se faire tuer. Mais du coup va commencer quand même une espèce de révolte au sein de ce château. Et ça, c'est ce qui raconte le premier tome. J'ai très hâte de lire la suite. Alors du coup là on est sur du... comment on appelle ça? Mince. Un conte animalier. Du coup, ce sont des animaux qui se comportent comme des êtres humains. C'est très anthropomorphique. On n'est pas du tout... Bon, voilà, par exemple, la chatte, elle est veuve. Dans l'histoire, c'est important qu'elle soit veuve. En vrai, un chat, ouais, c'est pas un couple... la femelle, elle a un affiche de ce que devient le mâle une fois qu'elle a ses petits, quoi. Mais bon... Donc on n'est pas sur du réalisme animal, les animaux sont vraiment là pour remplacer les êtres humains et raconter une histoire d'être humain. Mais je trouve que c'est super bien fait, les dessins sont très beaux, et puis peut-être le fait que ça soit des animaux justement permet aussi un espèce de recul qui
permet de plus facilement critiquer la société humaine à travers les animaux. Bah, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, les contes animaliers existent depuis très 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 longtemps. En tout cas, ici, leur version, je trouve qu'elle est très bien. J'ai adoré cette bande dessinée. Je suis triste de ne pas remettre la main dessus parce que j'aurais aimé vous montrer les illustrations, mais je vais sans doute très vite me procurer la suite et je vous présenterai les 2 tomes à ce moment-là. En tout cas, Le Château des Animaux, je vous le conseille. Ensuite, il reste encore 2 livres. Ça fait déjà très longtemps que je parle. 2 livres et je vous abandonne parce que ça devient beaucoup trop long. Donc ce sont 2 romans. J'en parle très très rapidement puisque je pense en avoir déjà parlé, mais c'était des lectures en cours, donc je les ai terminées. Il y a Rosa Bonheur qui est un roman jeunesse qui raconte l'histoire romancée bien sûr, parce qu'on a assez peu de documents de Rosa, écrits par Rosa, où elle se raconte elle-même. Donc l'autrice s'inspire de ce qu'elle a trouvé sur Rosa Bonheur. Rosa Bonheur était une peintresse du 19e siècle, connue pour ses peintures animalières. Et donc l'autrice va romancer un petit peu son histoire et nous raconter son enfance et la façon dont elle va devenir peintre. Donc j'ai trouvé ce roman, alors il se lit facilement, il est agréable, il se passe pas grand chose, donc c'est pas le genre de roman qui nous tient en haleine. Par contre c'est un roman sympa qui permet de découvrir cette peintresse et qui permet aussi de découvrir un petit peu comment ça se passait au 19e siècle. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être un livre très sympa à lire en parallèle quand on étudie par exemple cette époque. Pour avoir un petit aperçu de la vie quotidienne des artistes de l'époque. Voici pour Rosa Bonheur. Et l'autre livre dont je voulais parler, c'est Le Lys de Feu. Je l'avais lu en juillet, mais il me semble, je sais plus, je crois que j'ai oublié de vous en parler, ou alors que je l'ai terminé après la vidéo, je ne sais plus. En tout cas, Lys de Feu, là nous sommes également au 19e siècle, par contre nous sommes dans une fiction, dans la fantaisie. L'héroïne est donc douée d'une perception, elle a des visions qui lui permettent de voir l'avenir, et elle va avoir une vision où elle va voir la mort de son amie et voisine, et du coup elle est bouleversée par cette vision, et quand elle le dit pas vraiment à sa voisine, mais lui laisse entendre qu'elle peut-être elle saurait quelque chose. Il se trouve qu'en fait sa voisine est également douée de perception puisqu'elle est capable de voir les fantômes. Donc l'héroïne, dont j'ai oublié le nom, ça a un lien avec les lys, je crois, mais bon. Bref, l'héroïne ne croit pas du tout au fait qu'il existe des voyants, que sa voisine voit vraiment les fantômes. Elle pense que tout ça c'est du charlatanisme et elle a déjà beaucoup de mal à accepter ses propres visions, donc elle pense que ça n'existe pas, que les autres n'ont pas de dons. Finalement, il se trouve que sa voisine a des vrais dons et du coup elle va l'amener dans une espèce de société où d'autres personnes comme eux se retrouvent, et auprès de ces personnes l'héroïne va trouver des alliés qui vont lui permettre d'essayer de sauver son amie, bien qu'elle ait très peu d'espoir, puisque c'est pas la première fois qu'elle voit la mort d'un proche, qu'elle essaye de l'empêcher et qu'elle n'y arrive pas, donc mais elle décide d'essayer quand même parce qu'elle s'en voudrait de ne pas avoir tenté l'expérience. Et du coup, voilà, elle va rencontrer ces autres personnes, découvrir qu'elle n'est pas la seule dans son cas, qu'il existe plein de personnes avec des capacités particulières. Et voilà, il y aura toute une aventure pour essayer de sauver son amie. C'est seulement un premier tome, donc ce sera une saga, il y a une suite. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, l'ambiance est très sympa. L'héroïne m'a parfois agacée, je l'avoue, parce que justement, elle a eu un passé très difficile. Et elle a du mal à faire confiance aux autres, ce qui se comprend quand on connaît son histoire, sauf qu'elle reste beaucoup bloquée là-dessus, et pendant tout ce premier tome, on nous le rabâche, on nous le rabâche, on nous le rabâche, et à un moment donné, on aurait bien envie que, bon, on a compris, t'as été traumatisé, maintenant, passe à autre chose. Évolue. Voilà, j'ai trouvé qu'elle évoluait, mais pas assez vite à mon goût, mais n'empêche que c'est un personnage quand même, voilà, je me suis quand même attachée à elle. Elle était parfois un petit peu agaçante dans ce côté retenu,
Mais j'ai beaucoup aimé le roman, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale et j'ai très envie aussi de découvrir la suite. Je pense, moi je l'ai découvert en audio, je sais ma fille aime la fantasy mais elle n'aime pas les livres audio, donc je pense que je vais l'acheter en papier parce que ça lui plaira à elle aussi. La version audio, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très agréable à écouter. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler et je ne vous retiens plus très longtemps, je vous mets juste quelques petites images du château le château du Val que nous sommes allés visiter cet été. Donc c'est en Corrèze, près de Bar-les-Orgues. C'est un très joli château, c'était la deuxième fois que je le visitais et du coup je fais quelques petites photos que je vous mets à suivre. Et sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques et filesques, ça se dit pas. Si vous êtes toujours là, avant de partir, laissez-moi un petit commentaire et mettez-moi un chaton.